Qu'est-ce qu'un solide ionique? Un solide ionique, c'est un solide qui est composé d'ions. Alors, il est électriquement neutre, ça veut dire qu'il contient forcément les deux types d'ions, cations, anions, avec des proportions telles que leurs charges se compensent. Ça veut donc dire que ce n'est pas forcément toujours le même nombre. Eh bien, grâce à la formule chimique du solide ionique, on pourra connaître les proportions en cations et en anions. Alors, comment lire une formule chimique d'un solide ionique? C'est simple. Le premier symbole correspond au cation, le deuxième correspond à l'anion. Chaque symbole, vous voyez, est suivi d'un indice qui correspond à la proportion de l'ion en question au sein de ce cristal. Et chose importante, on va mettre un petit S entre parenthèses et en indice qui va insister sur le fait qu'on a affaire à un solide. Alors si on prend le cas simple du chlorure de sodium, qui est le sel de cuisine, la formule chimique c'est NaCl. On voit qu'elle contient donc deux types d'ions, les cations Na+, les anions Cl-. Alors là on voit qu'il y a une charge plus pour le cation, une charge moins pour l'anion. Donc là on est dans le cas où on a les ions qui sont en proportion 50-50. Alors regardons maintenant comment est constitué le cristal de chlorure de sodium. Chaque ion chlorure est rangé suivant une structure cubique face centrée, de côté A. Alors si je regarde bien, j'ai un ion chlorure à chaque sommet du cube, mais aussi au centre des faces. Eh bien, les ions sodium sont rangés de la même manière, mais avec un décalage de A sur 2 par rapport aux ions chlorure. Alors il est intéressant de constater que chaque ion sodium est entouré de 6 ions chlorure. Et réciproquement, chaque ion chlorure est entouré de 6 ions sodium. C'est pour cela qu'on parlera de coordinance 6 pour chacun de ces ions, mais là ce n'est pas du programme. On a dit qu'il y avait en proportion 50-50 entre les ions chlorure et les ions sodium. Mais là, si je regarde la structure, on a l'impression qu'il y a 14 ions chlorure pour uniquement 13 ions sodium. Alors ceci s'explique assez simplement par le fait que les ions chlorure qui sont au sommet, au niveau des arêtes, ne comptent que pour 1/8, puisqu'ils appartiennent à 8 mailles différentes. Et les ions chlorure qui, eux, sont situés au centre des faces, eux, ils comptent pour la moitié simplement. Donc tout se passe comme si dans la maille, il n'y avait que 4 ions chlorure. Alors regardons maintenant pour les ions sodium, c'est un petit peu différent. Chaque ion sodium, qui est au milieu de chaque côté, appartient en fait à 4 mailles, donc il ne compte que pour un quart. Et j'en ai 12 dans cette situation-là. Puis il reste l'ion sodium qui est au centre, qui lui n'appartient vraiment qu'à cette maille-là. Ce qui fait là aussi un total de 4 ions sodium. On est bien dans les proportions 50-50. Maintenant que nous savons ce que c'est qu'un cristal ionique, nous allons réfléchir sur ce qui en assure la cohésion. Nous savons que la loi de Coulomb s'applique sur des particules chargées. Et nous avons vu dans les chapitres précédents que deux particules de même charge se repoussent et que deux particules de charge contraire s'attirent. Ça va être le cas pour les ions présents dans le cristal ionique, puisque ce sont des particules chargées. Il y aura des forces répulsives entre les cations, mais aussi entre les anions. Mais entre un cation et un anion, il y aura des forces attractives. Et comme dans un cristal ionique, les ions ont pour plus proches voisins des ions de signe contraire, les forces attractives vont être plus importantes que les forces répulsives. C'est ce qui va assurer la cohésion d'un cristal ionique. Alors maintenant qu'on a bien compris ce qui assure la cohésion d'un cristal ionique, il va falloir qu'on essaye d'expliquer ce qui peut permettre de comprendre la cohésion des solides moléculaires. Vous allez avoir, en fonction de la façon dont sont rangées les molécules, deux types de solides possibles. Si les molécules sont rangées de manière très ordonnée, ce solide moléculaire sera un solide cristallin. Je pense aux morceaux de sucre, par exemple. Si les molécules sont rangées de manière totalement désordonnée, on aura affaire à ce qu'on appelle un solide amorphe, comme le verre, par exemple. La cohésion des solides moléculaires ne va pas pouvoir s'expliquer par la force de Coulomb, parce que dans leur constitution, les molécules sont électriquement neutres. Donc cette cohésion est assurée par d'autres types d'interactions. C'est les interactions de type Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Alors, présentons un petit peu ce que sont les interactions de Van der Waals.
Les interactions de Van der Waals, ce sont des interactions électrostatiques entre les nuages électroniques des molécules. Elles seront d'autant plus fortes que les molécules seront polaires, mais aussi que les molécules seront proches. Alors les interactions de Van der Waals sont toutes en 1 sur R7, donc elles sont de portée encore plus courte que les interactions issues de la loi de Coulomb, qui était, je vous le rappelle, en 1 sur R2. Alors il va y avoir 3 types d'interactions de Van der Waals. Interaction dipôle permanent, c'est si les deux molécules qui vont interagir sont toutes les deux polarisées. Dans ce cas-là, on parlera de force de Kizom. Alors là, cette appellation de force n'est pas au programme, mais je vous le mets pour votre culture personnelle. Après, il peut y avoir une interaction entre un dipôle permanent et un dipôle induit. Un dipôle induit est un atome ou une molécule qui spontanément n'est pas polarisée, mais qui peut le devenir lorsqu'on approche une molécule polaire. Le troisième type de force de Van der Waals, c'est la force de London, qui va en fait traduire les interactions entre deux dipôles induits. Ce type d'interaction est prépondérante quand on a plutôt des molécules apolaires. Et il suffit qu'il y ait une répartition un petit peu inhomogène du nuage électronique dans une des molécules pour créer un dipôle induit au sein des molécules apolaires, et toutes les autres vont ensuite subir une polarisation par influence. Maintenant, on va parler d'un autre type d'interaction, la liaison hydrogène. Alors, c'est une liaison qui va se former lorsqu'un atome d'hydrogène, sinon on ne parlera pas de liaison hydrogène, est lié à un atome qui est très électronégatif et qui va interagir avec un autre atome, lui aussi très électronégatif, et qui est porteur de doublets non-liants. Une liaison hydrogène, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une interaction qui est toujours attractive, et on la représente par des pointillés. Étudions le cas de la molécule d'eau. Comme chacun le sait, la molécule d'eau a pour formule brute H2O, donc elle contient un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. On a vu aussi que l'atome d'oxygène est bien plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Les deux liaisons OH sont donc fortement polarisées. On sait aussi que l'oxygène porte deux doublets non liants. On est bien dans le cas de la définition donnée de la liaison hydrogène. Pour qu'une liaison hydrogène puisse se former avec des molécules d'eau, il faut qu'il y ait un alignement OHO. Comme l'oxygène a deux doublets non liants, la molécule d'eau va pouvoir développer 4 liaisons hydrogène en tout. 2 par ces atomes d'hydrogène, 2 autres par les doublets non liants de l'atome d'oxygène. La liaison hydrogène permet d'expliquer beaucoup de choses. Par exemple, les différents états de l'eau, mais aussi pourquoi deux isomères ne vont pas avoir la même température d'ébullition. L'éthanol liquide va être plus stable que le méthoxyméthane liquide parce que entre les molécules d'éthanol, il va y avoir possibilité de créer des liaisons hydrogènes. Et l'intensité d'une liaison hydrogène est plus forte que les intensités de type Van der Waals qu'il y aura dans le méthoxyméthane. A bientôt pour une nouvelle vidéo.